Pour terminer, je m'attarderai un instant sur les quelques préjugés ou les idées reçues que l'on peut entendre effectivement en clientèle. À savoir, pour commencer, on entend souvent plus ma durée d'emprunt sera courte, plus je gagnerai d'argent. Donc les gens parfois s'astreignent dans ce type d'opération à emprunter sur 10 ans, 12 ans, voire 15 ans. Il n'est pas du tout idiot effectivement de partir sur des durées plus longues, au moins 15 ans, souvent 20 ans, puisque d'un côté, une opération par exemple immobilière avec des revenus fonciers comme cellier va certes faire économiser de l'impôt, mais va générer un loyer. Donc il est important d'avoir des intérêts d'emprunt à déduire pour conserver un bénéfice foncier nul, voire négatif et déductible. Donc le rendement en général lorsque l'on emprunte sur 20 ans est bien souvent meilleur que lorsqu'on emprunte sur 15 ans ou 12 ans. Voilà. Autre préjugé qu'on entend souvent sur le cellier dit social, puis c'est le nom qu'on lui a donné, ou cellier intermédiaire, on a entendu cellier Carrez. Le cellier social serait réellement du social. Alors à titre d'exemple, effectivement, ce qu'il y a de social, c'est que les revenus du locataire sont plafonnés. Je vais vous donner un exemple. Un célibataire qui se situe dans la zone A ne doit pas gagner plus de 44 306 euros net par an pour pouvoir être locataire dans un appartement, par exemple en cellier social, si son bailleur a choisi cette option, ou en zone B2, par exemple, un couple avec deux enfants ne doit pas cumuler plus de 64 185 euros de revenus nets. Donc on voit qu'il n'y a rien de social dans ces plafonds de revenus de locataires. On va dire que passé ces plafonds-là, en général, les locataires deviennent souvent eux-mêmes des propriétaires, cherchent à acquérir leur résidence principale. Les gestionnaires professionnels, en tout cas, nous confirment que dans l'immense majorité des dossiers qu'ils reçoivent, correspondent en tout cas à ces plafonds de locataires. Donc ce n'est pas forcément un handicap, et le cellier dit social n'est finalement pas réellement du social. Les rez-de-chaussée sont moins recherchés. Alors c'est une façon de dire que on arrive souvent dans des opérations d'investissement immobilier avec beaucoup d'a priori personnel ou beaucoup d'affect. Donc il est important effectivement que le produit convienne et plaise parce qu'il plaira d'autant mieux à un futur acquéreur ou à un futur locataire. Attention par contre à ne pas aller trop loin dans l'affectif. Si on aime beaucoup le carrelage orange, c'est pas forcément le meilleur moyen de trouver beaucoup de locataires ou de revendre facilement que de poser du carrelage orange. Les rez-de-chaussée ou les rez-de-jardin trouvent beaucoup d'adeptes, comme les derniers étages. Il y a pas forcément de préjugés à avoir sur les produits. Attention donc lorsqu'on fait des choix à être très pragmatique. On est un investisseur et on cherche à louer son bien et à le revendre facilement. Donc les critères de sélection doivent être basés plutôt sur ces aspects pragmatiques. Les risques locatifs sont inévitables. Alors effectivement, les risques locatifs sont inévitables. Et quels sont-ils? On peut parler effectivement de carence locative, de défaillance du locataire ou de dégradation du bien. Aujourd'hui, il est important de noter que ces risques sont finalement pas si courants. De ce fait, d'ailleurs, les assurances sont peu chères et pour à peu près 2,5 à 3% du montant du loyer, on peut couvrir totalement et parfaitement, par exemple, les risques de loyer impayé, de dégradation du bien à 100%, parfois sur des durées illimitées. Donc c'est important, par contre, il me semble, d'y souscrire lorsque c'est possible, ces assurances loyer impayé, voire effectivement absence de locataire ou carence locative. La meilleure protection étant évidemment d'avoir un bon emplacement où il y a une forte demande locative et d'appliquer un loyer raisonnable. De ce fait, on trouvera toujours des locataires qui seront ravis d'y rester. Le rapport entre le loyer et le coût d'achat est un critère de choix pertinent. On entend souvent que pour choisir un bien immobilier, on va regarder le rendement interne de l'opération. Est-ce qu'on a du 3,5 ou du 3,7% de rendement? Voilà, donc ce sont des questions qui sont à mon avis pas tout à fait justifiées, puisque le rendement, on l'a vu tout à l'heure, le rendement global de l'opération Cellier par exemple, ou Bouvard, est très avantageux et très très bon si on intègre l'aspect fiscal et le levier du crédit. Donc de passer de 24 à 25% grâce à un bon rendement interne n'est peut-être pas la priorité. La priorité est peut-être plutôt de sécuriser son investissement, d'acheter un bien de très belle qualité, pourquoi pas, ou bien situé, et d'encadrer le loyer de manière à ce qu'on attire réellement du locataire. Voilà. Donc, autre point qu'on entend, il est toujours plus approprié d'acheter du BBC. Évidemment, il est tentant de penser qu'aujourd'hui, avec 22%, on a intérêt à choisir un logement BBC plutôt que non BBC qui n'est qu'à 13% de réduction. Or, dans certains cas, on peut trouver de très belles opportunités dans des logements qui sont non BBC, donc ne pas être aveuglé seulement par l'avantage fiscal, ou par exemple une personne ou un couple qui paierait 3 000 euros d'impôts aurait assez de ces 13% de réduction lorsqu'elle investit 150 000 euros pour gommer totalement son impôt. Donc rien ne sert forcément d'aller au-delà. Et il existe aussi de très belles opportunités dans des logements modernes
récents qui ont des normes énergétiques proches du bâtiment basse consommation, donc ça ne posera pas forcément de handicap lors de la revente ou pour la location. Donc par contre, on risque de les acquérir sensiblement moins cher, puisque le BBC a un surcoût, on estime en moyenne à près de 15%. L'achat à plusieurs en SCI il est conseillé. Alors évidemment, c'est tout à fait possible. On peut se regrouper à 2, 3 ou 4 entre amis ou en famille pour monter une société civile immobilière qui va acheter un appartement ou plusieurs appartements et donc répartir l'avantage fiscal proportionnellement aux parts que l'on possède dans cette SCI, qui peut être une très bonne solution aussi pour mutualiser les risques. Voilà donc pour terminer, en 2011, quel dispositif appliquer pour la défiscalisation dans l'immobilier? On peut donc penser qu'il existe un certain nombre de solutions. Se détache effectivement la loi CELI et la loi LMNP qu'on retrouve très souvent appliquées. On pourra, pour conclure, préciser peut-être que on est quand même dans une période où il y a une véritable fenêtre pour ce type d'investissement puisqu'on accorde des conditions fiscales extrêmement avantageuses, historiquement avantageuses. A priori, les volontés politiques ne vont pas faire perdurer cette situation-là. Nous sommes aussi dans une période où les conditions d'emprunt sont extrêmement basses, puisque fin de l'année 2010, nous avons même battu des records avec les taux d'emprunt les plus bas depuis 1945. Tous ces phénomènes cumulés méritent effectivement d'examiner peut-être cette possibilité d'un investissement défiscalisant en 2011. Voilà. Pour ça, vous trouverez effectivement auprès de la plateforme patrimoniale des interlocuteurs qui pourront vous expliquer, vous renseigner et vous accompagner dans l'ensemble des démarches pour peut-être faire aboutir votre projet ou en tout cas éclairer les différents éléments.